comment s'appuyer sur la collaboration. On a parlé de cette culture de collaboration qu'on a ici à Maurice pour améliorer les pratiques professionnelles inclusives dans les écoles mauriciennes. Donc vraiment, on parle ici de collaboration, on parle de pratiques inclusives, on parle d'éducation inclusive. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quand on parle de ces concepts-là. Donc, ce que je vous propose, c'est un bref aperçu des fondements de l'éducation inclusive. Ceux qui étaient là au GNIP, oui, je l'avais déjà présenté. Je vais aller un petit peu plus vite. Et j'aimerais qu'on s'attarde aussi à mieux comprendre qu'est-ce que c'est une pratique inclusive. Je vais expliquer aussi les fondements de la méthodologie de Scholarship of Teaching and Learning. On l'a abordé un petit peu. Je vais juste élargir un peu pour qu'on comprenne bien dans quoi on s'inscrit avec ce projet. On va parler de communauté de pratique et de pratique réflexive en général. Alors, au niveau de l'éducation inclusive, un petit rappel que l'éducation inclusive, en fait, c'est pas un concept qui est nouveau. Ça fait des années que les grands organismes internationaux mettent de l'avant l'éducation inclusive, mais elle a passé par plusieurs appellations. Et Maurice, ça a été une île précurseur aussi. On peut le voir quand on étudie les politiques sociales et les politiques éducatives de Maurice. On peut très bien voir que dès le début des années 2000, déjà, la législation se modifiait à Maurice pour parler d'inclusion au niveau de l'école, au niveau des politiques sociales. Les repères conceptuels sur l'éducation inclusive. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite avec l'éducation inclusive? Mais au bout du compte, ce qu'on souhaite, c'est accroître l'accès à l'éducation au plus grand nombre. On souhaite également une réussite accrue. Et puis ça, bien en fait, en réduisant les exclusions dans les établissements d'éducation. Et inévitablement, ça passe par de la transformation ou de l'adaptation de pratiques. Donc, quand on parle d'adaptation, de changement de pratique, c'est à plusieurs niveaux et ça implique une panoplie d'intervenants et d'intervenantes du milieu scolaire. On peut parler de changer et d'adapter les pratiques au niveau des contenus. Hein, vous savez, dans les curriculums. Et puis ici, ben, ça peut être la responsabilité des personnels enseignants, par exemple, d'adapter leurs pratiques. On peut aussi changer et adapter les approches pédagogiques. Alors, à ce moment, c'est la responsabilité de plusieurs personnes, mais en particulier le personnel d'encadrement pédagogique et, comment on appelle ici aussi, les responsables d'évaluation de la qualité. Il y a aussi moyen de changer et d'améliorer la formation initiale. Donc, quand on est dans la formation des enseignants, des futurs enseignants-enseignantes, on a ici, par exemple, les gens du MAI qui forment les futurs formateurs, les futurs enseignants-enseignantes. Il y a moyen aussi, dans l'esprit de l'éducation inclusive, d'aller changer la formation initiale, donc dès le début. On va changer et adapter aussi les stratégies et les structures de l'éducation. Ça, c'est la responsabilité davantage des directions d'établissement. Je vous salue. Et également, au niveau des changements de structure et de politique, ben là, on est vraiment dans le terrain de jeu des ministères, notamment le ministère de l'Éducation, les ministères de l'Éducation nationale. Donc, ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que quand on parle de changement de pratique, ça implique plusieurs intervenants-intervenantes. En fait, c'est un travail d'équipe de tout l'écosystème de l'éducation et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau de l'adaptation vers des pratiques inclusives. Une petite synthèse ici des grands textes sur l'éducation inclusive qui nous viennent de l'UNESCO, de l'UNICEF, où on nous rappelle la visée première de l'éducation inclusive, qui est celle de réduire l'échec scolaire. Bon, dernièrement, je révisais vous savez, on peut voir l'état d'avancement de chacun des pays par rapport aux objectifs de développement durable. Moi, je m'intéresse particulièrement au 4e objectif, qui est celui là, de garantir une éducation pour tous. Et vraiment, l'île Maurice est enviable. Hein? L'île Maurice est très en avance sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, on travaille fort ici à l'île Maurice pour réduire l'échec et l'exclusion scolaire.
avec une attention particulière aux élèves qui sont plus vulnérabilisés, notamment les élèves dans les zones d'éducation prioritaire, par exemple ici à Maurice. On veut aussi prendre en compte la diversité des besoins. On va y revenir. Quels sont les besoins? On va aller voir ça ensemble. Et puis, pour prendre en compte la diversité des besoins, bien, on a besoin d'une participation accrue à l'apprentissage, la prise de décision, la vie culturelle. Et ça, c'est tout le monde. Hein? C'est les parents aussi, c'est la communauté. Donc, dans l'éducation inclusive, ça part de la salle de classe et ça va dans la famille, dans la communauté, ça passe par les ministères. C'est très englobant. Comme je disais, ça implique tout l'écosystème éducatif, personnel pédagogique, etc. Ça s'inscrit dans un processus continu. On ne peut pas vraiment dire, ça y est, on a atteint l'éducation inclusive. C'est un processus continu, on le met en place, on doit l'entretenir parce que l'humain étant ce qu'il est, on retombe vite dans des vieilles habitudes aussi. Et puis, changer des systèmes et améliorer des systèmes, c'est de longue haleine. Et finalement, ça commande, comme on l'a dit, des changements et des adaptations de pratiques. Donc, oui, on peut changer les politiques, mais après, il faut aller aussi en cascade et on doit changer, comme on a vu, tous les intervenants et intervenantes qui peuvent participer à ce changement-là. Bon, ça, c'est nouveau ici. Au niveau des pratiques inclusives, parce qu'on nous a dit qu'on allait vraiment travailler sur les pratiques inclusives dans la prochaine phase du projet, mais qu'est-ce que c'est vraiment une pratique inclusive? Alors, c'est un ensemble de stratégies qui visent à répondre à la diversité des besoins. On va y revenir tantôt, c'est quoi la diversité des besoins? Pour adapter, comme on l'a dit tout à l'heure, les contenus, les méthodes d'enseignement, les environnements, tout ça, afin de garantir l'accès et la réussite. Donc, on est encore vraiment en lien avec l'éducation inclusive. Et puis, quand on parle de pratiques inclusives, vraiment, il ne faut pas tomber dans le piège de penser qu'on va réduire les exigences. Les exigences restent les mêmes, mais les approches sont différentes. Donc, on veut aller au même endroit. Et donc, ça repose sur le fait qu'on doit fondamentalement comprendre que la diversité, c'est la norme. Je vais vous montrer une petite vidéo là-dessus tout à l'heure. Et on veut pouvoir éliminer les obstacles à l'éducation et à l'apprentissage. Alors, si on parle de répondre à la diversité des besoins, alors, qu'est-ce que c'est la diversité des besoins? Il y a plusieurs recherches qui portent sur la diversité des besoins. Et puis, on peut les classer selon, par exemple, les caractéristiques individuelles des personnes, les compétences à acquérir de nouvelles connaissances. Donc, il y a Archambault et Chouinard qui nous dressent ici une pyramide des besoins, les besoins des élèves par rapport à l'apprentissage. Donc, comme vous pouvez voir, au bas de la pyramide, il y a vraiment un besoin de sécurité. L'enfant, l'élève doit vraiment sentir qu'il est à sa place à l'école pour être capable de faire des apprentissages. Il doit sentir que ses apprentissages ont un sens, donner un sens à ses apprentissages. Pourquoi est-ce que j'apprends les mathématiques? Ça ne va jamais me servir dans la vie. Bon, il ne faut pas que je dise ça ici, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Il faut aussi développer un sens d'affiliation, donc que les élèves sentent qu'ils ont des liens avec leurs enseignants, enseignantes, avec les intervenants sociaux, avec la direction, avec leurs collègues. C'est un besoin qui est aussi dans la pyramide, un besoin d'engagement, être engagé dans ses apprentissages, à faire des apprentissages actifs, pas seulement être passif et recevoir, un besoin d'autonomie et un besoin de compétences. Ce que je veux vous amener à voir ici, avec mon autre pyramide, en lien avec le cadre de Archambault et Chouinard, si on va voir dans la recherche sur les neurosciences, on trouve une pyramide qui se ressemble aussi avec, à la base, vous voyez, on avait la sécurité. À la base, on a la fonction de survie. Un jeune qui arrive à l'école ou qui change d'école ou un jeune migrant arrive et il a un besoin de se sentir à l'aise. Donc, au départ, il est vraiment en besoin de survie. Besoin de sens, la signifiance. Ça va être au niveau de l'environnement physique aussi. Au niveau de l'environnement affectif, la filiation, les émotions. Au niveau de l'environnement social, comment est-ce qu'il va interagir, l'affiliation avec les collègues, comme on en parlait.
La réflexion et l'apprentissage, on est plus au niveau du cognitif. Bon, là, vous voyez ma petite flèche ici. Et puis ça, c'est le travail d'une de mes doctorantes. Alors, je suis super fière d'elle. Je vous présente son tableau ici. Ce qui nous amène à penser, mon étudiante, c'est que souvent, quand on travaille en éducation, pour nous, notre priorité, c'est apprendre, réfléchir, ou la compétence et l'autonomie. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Tandis que pour le jeune, pour l'enfant, bien lui, ce qui est de plus important, c'est la sécurité et la signifiance. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la flèche comme ça inversée, c'est que tout dépendant du point de vue, parfois on va prioriser, on va croire qu'on va prioriser certains besoins qui sont ceux de la connaissance sans avoir comblé les besoins de base qui étaient plutôt des besoins de sécurité et de signifiance. Donc, quand on parle de la diversité des besoins, on a ici un paysage juste pour ouvrir notre esprit un peu que les besoins ne sont pas toujours des besoins cognitifs pour nos élèves. Maintenant, on a parlé aussi que c'était important de lever les barrières à l'apprentissage. Bien, tout le monde est d'accord avec ça, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, puis qu'est-ce que c'est une barrière d'apprentissage? Donc, il existe, par exemple, dans la littérature, on va parler des obstacles pédagogiques. Alors, un obstacle pédagogique pourrait être, par exemple, une méthode d'enseignement qui est inadaptée, un enseignement traditionnel qui va reposer sur des approches transmissives, par exemple. Ça peut être un obstacle à l'apprentissage. On va aussi avoir du matériel pédagogique qui n'est pas inclusif, un manque d'adaptation didactique, par exemple, pour les élèves en situation de handicap. Donc, il existe plusieurs aides au niveau des TIS, et puis c'est quelque chose qui va être abordé là, par une communauté de pratique. Comment est-ce qu'on peut enlever les barrières à l'apprentissage avec du matériel qui va être plus inclusif? On a aussi une autre catégorie d'obstacles. Je vais continuer avec les obstacles cognitifs et psychologiques au niveau des difficultés d'apprentissage. Donc, tous les 10, la dyslexie, dyscalculie. Bon, moi, j'essaie d'éviter d'avoir des étiquettes, mais des fois, on a besoin pour mieux comprendre les besoins de nos élèves. Donc, il peut y avoir des difficultés d'apprentissage des obstacles à l'apprentissage avec les difficultés, un manque de confiance ou de motivation, de croire que l'école c'est pas fait pour moi, mes parents sont pas allés à l'école très longtemps, c'est pas ma place. Donc ça peut être des obstacles que les élèves eux-mêmes se créent. Une charge cognitive excessive aussi qui montre que les élèves peuvent être surchargés cognitivement par des informations qui ont été mal organisées. Donc, de donner de la matière de manière peu structurée, ça peut être un obstacle à l'apprentissage pour certains élèves. Une autre catégorie d'obstacles, les obstacles institutionnels et systémiques. On va parler ici de manque de formation pratique inclusive qui va limiter par exemple, l'enseignement différencié. Donc, ça pourrait être un manque d'informations sur les pratiques inclusives, des classes qui sont surchargées. Mais j'avoue que quand on se promène ici à Maurice, vraiment, le système, on n'est pas dans les classes surchargées. Des politiques éducatives qui sont non adaptées. Encore une fois, là, je ne parle pas de Maurice, mais il y a toujours place à l'amélioration. L'accessibilité physique des écoles. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à garder, mais en tête qui peut être un obstacle. Et finalement, une autre catégorie d'obstacles qui sont les obstacles socio-économiques et culturels. Ceux-là, on va parler de précarité économique, donc un accès qui va être limité aux ressources, par exemple aux livres, à la technologie. La langue d'enseignement aussi qui est non maîtrisée. J'ai visité des classes quand j'étais ici en septembre. J'ai trouvé fantastique de voir comment les enseignants, enseignantes pouvaient communiquer avec les élèves en 3 langues en même temps. Vraiment, bravo. Mais je sais aussi qu'il y a des élèves qui arrivent en classe, parce qu'il y a beaucoup d'immigration aussi à Maurice, qui ne maîtrisent aucune de ces 3 langues. Et donc, ça peut être un obstacle, comme vous pouvez l'imaginer. La fracture numérique, c'est pas tout le monde qui a accès à des ordinateurs, quoique je sais que dans les écoles ici, vous êtes assez bien équipés. Et des normes culturelles
des stéréotypes qui sont persistants aussi. Par exemple, on en parle beaucoup, dernièrement en février, c'était la Journée internationale des filles dans les sciences. Donc, on peut parler comment, sans le vouloir, on crée des stéréotypes au niveau des sciences et des mathématiques qui font en sorte que les filles, dès l'âge de 5 ans, ont déjà en tête qu'elles sont moins bonnes que les garçons en mathématiques et c'est des choses qui perdurent dans la carrière. Donc, ici, ce sont des exemples tirés de la littérature qui nous parlent des obstacles. Donc, quand on parle de pratique inclusive, on nous disait il faut considérer les besoins, donc on vient de voir qu'il y a toutes sortes de besoins, et qu'il faut essayer de travailler sur les obstacles à l'apprentissage, donc je viens d'en nommer quelques-uns. Alors, la vidéo, c'était un TED Talk, un expert de l'aviation qui venait nous parler d'un grand problème dans l'industrie des avions. Moi, je ne connais rien aux avions, mais les avions de chasse, je crois. Bon. Alors, on nous disait que ce qui était le plus important pour les pilotes, c'est, d'après les recherches, c'est vraiment d'avoir un cockpit, donc que leur environnement soit adapté à leur physionomie. Alors, pendant des années, les compagnies d'aviation se sont basées sur la morphologie moyenne des pilotes. Alors, on a regardé la morphologie de tout le monde. On a dit, on a fait une moyenne au niveau de la longueur des bras, au niveau de la longueur des jambes, le tronc, les épaules. Donc, on est allé essayer d'avoir un pilote type pour dire, voici le pilote type a les épaules de 80 cm, peu importe. Et les avions ont été conçus en fonction de ces dimensions-là des pilotes d'avion. Par contre, ça n'a pas du tout amélioré la performance des avions et les pilotes continuaient à avoir de grandes difficultés. Alors, il y a un chercheur qui est allé s'intéresser, est allé vérifier avec une centaine de pilotes, comparer la physiologie d'un pilote avec la physiologie du pilote type, vous saviez, sur lequel on se basait pour faire les cockpits. Et il semblerait que, je crois qu'il n'y avait même pas 1% des pilotes qui correspondaient finalement au pilote type avec la moyenne de la physiologie des pilotes. Alors, à ce moment-là, les industries ont exigé maintenant d'avoir vraiment des cockpits qui soient faits en fonction de la vraie physionomie des pilotes. Alors, la morale de cette histoire, c'est de dire que finalement, il n'existe pas un pilote type. Là, vous comprenez qu'on ne parle pas d'aviation, là, ici, on parle d'éducation. Donc, il n'existe pas un élève type. Alors, si on essaie de s'adapter à l'élève moyen, sachons-le, il n'existe pas cet élève moyen-là. D'où nous vient justement cette idée que la diversité, c'est elle la norme. La norme, c'est pas l'élève type. Alors, et ce que nous disait la vidéo aussi, c'est que pour essayer d'avoir un environnement le cockpit, l'environnement qui va être le plus convenable pour la majorité des pilotes, mais il faut considérer qu'il va avoir le pilote avec les plus longs bras et celui avec les plus courtes jambes. Alors, il faut aller dans tous les extrêmes. Alors, quand on réfléchit à notre enseignement, notre pédagogie, il faut avoir en tête pas l'élève type, mais l'élève qui est à tous les extrêmes. C'est bon. Alors, au niveau des pratiques inclusives, il y avait 3 choses que je voulais qu'on retienne. C'est bon, je vais pouvoir la passer après. Il y a 3 choses que je voulais qu'on retienne au niveau des pratiques inclusives. Il faut considérer la diversité des besoins. Il faut travailler à éliminer les obstacles. Donc, pour ça, il faut les connaître. On en a parlé de quelques-uns. Et il faut considérer que la diversité est la norme. Donc, il n'existe pas un élève moyen, un élève type. Alors, on va continuer. On va parler un petit peu de la démarche de Scholarship of Teaching and Learning, qu'on appelle souvent SOTL, parce que les francophones, chez nous, ont de la difficulté à dire Scholarship of Teaching and Learning.
Alors, on peut l'appeler SOTL ou le nom anglophone au long. Encore une fois, quelques petits repères. C'est une démarche de professionnalisation. Donc, on est déjà des professionnels de l'éducation, mais on est toujours dans une démarche d'amélioration continue. Alors, dans cette démarche-là, on fait partie d'une communauté, donc on est avec d'autres personnes qui souhaitent aussi améliorer, perfectionner leurs pratiques et qui souhaitent analyser leurs propres pratiques. Donc, mieux comprendre ce que je fais, mieux comprendre pourquoi je le fais comme ça et aller voir qu'est-ce que la recherche nous dit à ce sujet-là. Quand on parle de recherche, ça peut être la recherche scientifique, mais ça peut être aussi toute la documentation qui a été produite par Apprendre ou par d'autres organismes. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'améliorer nos pratiques en les comparant à des sources fiables et puis aller faire des expérimentations et apprendre de ces expérimentations-là. Puis là, je vais vous dire, c'est pas écrit dans le texte, mais en fait, cette démarche-là, ça nous vient, et puis je suis certaine que vous allez avoir des gens en tête, là. Vous savez, il y a des professeurs d'université. Moi, je peux en parler parce que je suis une professeure d'université. Alors, il y a des professeurs d'université qui vont être spécialistes d'une matière. Donc, ils sont spécialistes de la chimie. Mais ils ne sont absolument pas spécialistes de l'enseignement. Alors, cette démarche-là, c'est une démarche justement pour sortir un petit peu de sa spécialité disciplinaire et devenir amélioré, en fait, au niveau des pratiques d'enseignement. Vous l'avez vu, ça convoque la pratique réflexive. Donc, dans cette démarche-là, on va être amené beaucoup à réfléchir sur nos pratiques, analyser nos expériences, nos actions de manière critique pour mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Quelles sont les caractéristiques de la démarche de Scholarship of Teaching and Learning? Donc, on l'a dit, c'est une investigation systémique. Donc, ça reste une méthodologie, si on veut, qui se ressemble un petit peu à la recherche. Ça permet le développement professionnel. Ça peut être mené, et c'est ce qui va se passer ici, au sein d'une communauté de pratique ou une communauté hétérogène. Et au bout du compte, ça sert à améliorer les apprentissages des élèves. Peu importe que vous soyez direction d'école, encadreur pédagogique, enseignant, cadre au ministère, notre objectif, c'est toujours l'amélioration des apprentissages des élèves. On s'appuie sur une collecte de données, des expérimentations, et on prévoit une diffusion, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai présenté les étapes tout à l'heure qu'on va vivre en communauté de pratique. Donc, c'est une boucle. Hein? Au départ, et ça, on commence dès aujourd'hui, cerner un besoin, mais vraiment un besoin individuel. Si je suis direction d'école, je vais avoir un besoin au niveau de mes responsabilités de direction d'école. Si je suis encadreur pédagogique, donc ça va être vraiment au niveau de mes besoins. Et ensuite, avec l'aide de nos expertes du MAI, qui, eux, sont en lien avec des experts internationaux aussi, vous allez recevoir des suggestions de recherche ou de ressources qui existent vraiment en lien avec votre problématique. Et vous allez être accompagné pour lire ces ressources-là, faire ressortir les points les plus importants qui pourraient vous aider à travailler sur votre besoin. Vous allez rédiger un plan d'action. On a fait des guides pédagogiques, on va vous les montrer tout à l'heure, avec toutes les étapes qu'il faut réfléchir pour pouvoir aller expérimenter. Donc, comme vous voyez, hein, on avait parlé que dans la première phase, on est allé se former et il y a eu peut-être certains obstacles qui ont fait en sorte qu'on n'a pas pu aller expérimenter. Des fois, ça peut être insécurisant aussi d'expérimenter. Mais dans cette démarche-là, vous allez vraiment être accompagné pour aller mettre en place des pratiques là, dans vos milieux de travail. Vous allez avoir quelques mois pour expérimenter une nouvelle approche. Donc, on a prévu même jusqu'à 3 mois. On peut expérimenter l'approche, se dire peut-être que je devrais faire une deuxième boucle pour réessayer. Il y a peut-être des choses que je pourrais améliorer. Donc, on va avoir quelques itérations.
Et on revient tout le monde ensemble avec vos animateurs, animatrices de communautés de pratique pour discuter, en fait, de cette expérimentation-là. Ben moi, comment ça s'est passé dans mon milieu? Voici les difficultés que j'ai rencontrées, voici les objectifs, voici les résultats plutôt, voici ce qui m'a aidé pour implanter une nouvelle pratique. Donc, on apprécie les effets, on analyse les retombées et on se prépare tranquillement, chacun et chacune d'entre vous, à aller participer au mois de septembre aux Journées nationales qui se promettent d'être plus grandes que celles de l'année dernière, où chacune des communautés de pratique va pouvoir aller présenter à sa manière le travail qui a été réalisé, les apprentissages qui ont été effectués. Donc, c'est tout un programme dans lequel on se lance aujourd'hui. Quand on parle de changement de pratique, je vous montre un cadre ici, là, c'est le cadre de M. Bédard, qui nous parle qu'on peut avoir plusieurs postures quand on est un professionnel. Ici, c'est un professionnel de l'éducation. On peut être un praticien ou une praticienne. Donc, ça, c'est une personne qui va aller exécuter certaines techniques sans tout à fait comprendre pourquoi, mais on l'exécute. On peut avoir un praticien réflexif qui, oui, effectue certaines stratégies, mais qui réfléchit. Pourquoi je suis en train de faire ça? Est-ce que vraiment ça a les résultats escomptés? On peut devenir un praticien chercheur. Donc, je mets en place des stratégies et j'ai le réflexe d'aller voir ce qu'on me dit dans les ressources pédagogiques, ce qu'on me dit dans la recherche. Et finalement, on peut devenir un chercheur aussi, ou une chercheuse, bien entendu. Alors, ce qu'on souhaite faire avec le changement de pratique, c'est peut-être d'avoir une translation comme ça. Si vous vous situez plus au niveau de praticienne, bien peut-être qu'à la fin de la démarche, vous allez devenir des praticiens, praticiennes réfléchis. Ou au contraire, si vous êtes déjà des réflexifs, peut-être que vous deviendrez des praticiens, praticiennes chercheuses. Donc, on améliore nos pratiques, on change de posture, on devient de plus en plus réflexif et puis on se base de plus en plus sur la littérature. Et je ne veux pas faire peur à personne, ce ne sera pas très compliqué d'aller se baser sur la recherche. On va avoir des vulgarisateurs, vulgarisatrices qui vont nous aider à faire ça. Puis pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'ajouter la recherche ou le réflexe scientifique dans les communautés de pratique? Vous connaissez bien les communautés de pratique. Moi, j'en ai accompagné souvent aussi. Il y a une chose que je trouve qui, des fois, peut être dangereuse dans une communauté de pratique, c'est qu'on va aller échanger nos pratiques, mais ça se pourrait qu'on échange des pratiques qui sont absolument pas basées sur la recherche ou qui sont pas nécessairement des bonnes pratiques, vous voyez? Donc, si on a ce réflexe-là d'aller échanger des pratiques, mais d'aller voir... parce que si tous vos collègues vous disent « Ah oui, vraiment, moi, si je mets mes élèves en dessous de la table, ça fonctionne bien. » Bien, est-ce qu'on va aller faire ça parce que tous nos collègues nous ont dit que ça fonctionne bien, ils vont arrêter de parler? Non, on va aller voir on va avoir le réflexe d'aller vérifier. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé autre chose? Bon, là, je ne veux pas dénigrer les communautés de pratique, j'adore, mais essayer d'avoir ce réflexe-là de sortir de nos expériences personnelles puis aller voir ce que la recherche peut nous dire sur certains sujets. Qu'est-ce que j'ai préparé pour vous aussi? Non, ça, c'était ici. Ah ben, ça y est, c'est déjà les références. Alors, voici, c'est tout ce que j'avais préparé pour vous. Je suis, encore une fois, vraiment heureuse de pouvoir vivre avec vous cette première étape et je sens qu'on est entre bonnes mains avec nos experts du MAI qui vont être vos animateurs de communautés de pratique. Donc, on se lance dans une belle aventure on va être une belle communauté comme ça. On va rester unis là, jusqu'au mois de septembre prochain pour la diffusion. Merci beaucoup.